Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite une super écoute en notre compagnie. Hello et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 3 de Booster d'efficacité. Je suis heureux de reprendre cette saison avec vous. Alors la pause a été un peu plus courte que prévu. Et en tout cas, on reprend pour une nouvelle saison pleine de contenu et surtout pleine d'interviews. On va aller à la découverte d'entrepreneurs inspirants pour obtenir toutes leurs astuces liées à leur business et surtout à leur productivité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Gaël Régnier. Gaël, c'est un entrepreneur, un infopreneur passionné par la vente. Que j'ai côtoyé au sein de deux de ses programmes. Ce que j'aime avec Gaël, c'est qu'on arrive toujours à échanger dans la bonne ambiance, la bienveillance, on arrive à bien déconner et pendant ce temps-là, on arrive quand même à bien avancer. Alors, la vente pour Gaël, ça commence visiblement quand il est tout jeune, il nous expliquera ça peut-être après, où ses parents étaient VRP, ils vendaient des chaussettes avant d'avoir des magasins d'usines près de Troyes. Et après, Gaël, il n'est pas parti dans la vente, il est parti dans l'informatique chez Microsoft et puis aussi à lancer des satellites avant d'embrayer visiblement en tant que solopreneur et finir un coup à Londres, Bali, Amsterdam, bref, un parcours riche pour celui que j'accueille aujourd'hui, que je pourrais qualifier du king du webinaire, du prince du suivi commercial et désormais le duc de l'offre irrésistible. Hello Gaël Régnier. Merci Fabien, bonjour. Bonjour Fabien, bonjour tout le monde. Bonjour. Ravi d'être ici. Bah écoute, quelle introduction. Merci. Comment tu vas Gaël aujourd'hui ? Ça va super, très bien, je te remercie Fabien. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, à te faire décortiquer cet après-midi dans ce podcast. Surtout Gaël, alors moi je trouvais quand même que tu avais un parcours assez inspirant pour les solopreneurs qui nous écoutent, ou peut-être même pour ceux qui sont encore salariés et qui hésitent à passer ce cap de devenir solopreneur. Raconte-nous un peu comment tu t'es décidé justement à basculer dans l'entrepreneuriat après ce parcours dans l'informatique. Ok, mais alors ça c'est ok. Merci de ta question. Il s'est passé en fait, c'était une époque. J'étais encore employé, donc j'étais à cette époque-là dans une entreprise qui s'appelle Rackspace, qui est une très grosse entreprise en termes d'informatique. Pour citer quelques chiffres, on était sur les 5 continents. On générait plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel avec une augmentation à 2 chiffres tous les trimestres. Donc, c'est même pas par an, on faisait au moins plus 10% tous les trimestres. Et c'est un peu, tu vois, une entreprise à la Facebook, à la Google, où c'est très axé bien-être de tous les employés. Donc, en fait, c'est simple, on était bien payés. On avait sur place, on avait une salle de sport, on avait des personnes qui nous faisaient pour faire des massages, donc c'était ok de réserver des massages sur notre temps de travail. On avait des PlayStation, on avait des baby-foot, on avait des tables de ping-pong, la cantine elle était excellente, on avait un parking ski pour l'Angleterre, c'est rare, donc c'est très précieux. Surtout la bonne bouffe. On a surtout la bonne bouffe, alors ça effectivement. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, je me faisais chier et j'avais déjà des projets en tête, donc je bossais, tu vois, en parallèle de mon job. Et en fait, ce qui m'a fait me déclencher, c'est une série d'événements où pendant, entre 6 et 7 mois, où là, ça a commencé vraiment à enchaîner. Tout d'abord, en fait, ça a commencé quand, un de mes profs, quand j'étais à l'IUT, était au Bataclan durant les attentats, et en fait, il est décédé durant cet événement. Suite à ça, ouais. Donc, exactement, donc ça a déjà été un premier choc. Ensuite, 2 mois plus tard, en fait, je me sépare de mon ex-femme, donc boum, deuxième séparation. Je dis ok, d'accord. Donc je me remets, je me remets à vivre. Entre temps, je suis allé vivre sur un bateau, sur un canal. Enfin, sur la Tamise, c'est un bateau qui te permet d'aller dans les canaux en Angleterre. Et donc j'étais sur la Tamise à côté de Kew Garden. Et ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, j'ai un ami qui se suicide. Et en fait, ça continue. Un petit peu plus tard, j'en ai un autre qui décède de ce qui s'appelle la mort soudaine. Donc, mort soudaine, qu'est-ce que c'est ? C'est il est en vacances, il monte dans sa chambre d'hôtel pour aller prendre sa valise pour aller à l'aéroport. Il n'est jamais redescendu. Et finalement, j'ai un ami... Enfin bref, ça s'est enchaîné. Oui, dernier, c'est un ami parti en montagne. Il a le même âge que moi.
Et en fait, il était parti donc chercher du génépi dans la montagne. Faut savoir, quand on va chercher le génépi, en général, c'est assez haut sur des pentes très escarpées. Il a glissé et il a fait une chute qui était fatale. Et donc, en fait, moi, je regardais tout ça et je me disais, putain, et si le prochain, c'était moi, tu vois. Ouais. Et toutes les années pendant lesquelles j'avais attendu, je réfléchissais, je voulais que ce soit le meilleur moment, ceci, cela, je me suis dit, non, le meilleur moment, c'est maintenant. Et donc, en fait, ce que j'avais fait, je suis tombé sur des vidéos d'un coach, en gros, coach de vie, mon premier coach de vie que je savais même pas que ça existait avant. Et je trouvais que ce que le gars disait, c'était vraiment fantastique. C'est une personne, un Polonais qui habite à Londres, qui s'appelle Michael Serwa. Vraiment fantastique. Il faisait ce qui s'appelle du high ticket, donc il avait vraiment des tarifs qui, pour moi, à l'époque, me semblaient importants. Mais je me suis dit, ok, le mec, il sait de quoi il parle. Il va droit au but et je trouvais ça intéressant. Donc, entre un mix entre voilà, un taf qui me plaisait moyennement, des personnes qui décédaient autour de moi, une séparation, pas mal d'instabilité, je me suis dit, ok, ça c'est quelque chose, je pense, qui va m'aider à avancer. Et donc, en fait, je suis allé travailler avec lui et en fait, on s'est rendu compte que c'était ok de partir. Et donc, en fait, on a travaillé ensemble et boum, j'ai effectué cette transition. J'ai donné ma démission le 12 juillet 2016 et elle a été acceptée le jour de la Révolution française, le 14 juillet. Oh, dis donc, c'est un autre signe. C'est un signe du destin, exactement, c'était ma révolution. Et depuis, voilà, très heureux d'avoir pu faire ce pas. Et voilà, en fait. Ouais. Et alors, du coup, quand tu te rapproches de ce Polonais vivant à Londres, et c'est quoi alors, tu vas le voir, tu lui proposes tes services, comment ça se passe ce jour-là? Pas du tout, c'est lui en fait. Enfin, c'est moi qui prends rendez-vous. Moi, j'ai des clients. Ouais. Et je vais aller le voir pour comprendre un petit peu plus ce qu'il offrait. On avait eu, comment dirais-je, enfin, j'avais pris rendez-vous. En fait, en prenant rendez-vous, tu vois, moi, ça m'intéressait de savoir plus, de clarifier également mon projet et de voir dans quelle mesure est-ce qu'il pouvait m'aider. Ouais, donc au départ, tu vas le voir pour te faire coacher, en fait, du coup. Un peu Absolument. à sortir de ça, ok. À 100%, j'y vais pour me faire coacher et j'y vais voilà pour avoir voilà vraiment un point de vue extérieur de quelqu'un qui soit neutre et qui soit pas qui me dise pas ce que j'ai envie d'entendre, tu vois. Ouais. Oui. Et avec qui Oui, parce que ça, c'est vraiment toujours le risque avec, je dirais, avec les proches ou autres qui vont nous un peu nous dire non, vas-y pas, reste dans ton job salarié, c'est pas grave, ce qui se passe à côté ou ceci, cela. C'est exactement ça. Exactement. Yes. On dit toujours que le premier cercle n'est pas forcément le meilleur conseiller. Il vaut aller chercher un petit peu plus loin. Et donc, du coup, alors, il t'aide à franchir ce cap. Oui. Et du coup, tu te lances dans quoi, alors, à ce moment-là? Alors moi, donc, je suis tombé, mais complètement par hasard, dans le copywriting. Donc, copywriting, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'écriture publicitaire. Donc, c'est comment être amené à influencer avec les mots. Comment le choix des mots fait que quand tu choisis les bons mots, ça va créer une réponse chez la personne qui les écoute. Et en fait, donc il y a toute une façon de faire, toute une psychologie, toute une compréhension de l'être humain qui est nécessaire afin d'y arriver. Ça, c'est quelque chose moi qui me passionne. Et je suis tombé dedans, mais complètement par hasard. Donc, je revendais des services d'un logiciel qui s'appelle Infusionsoft. Donc, Infusionsoft, c'est un système qui permet de créer des newsletters, de l'emailing, ainsi de suite, automatiquement. Et mon partenaire, qui était à l'époque en Australie, me dit « Mais tu devrais t'intéresser au copywriting. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu me racontes du copywriting ? Copywriting, qu'est-ce que c'est ? J'ai aucune idée. » Bref, et je cherche un peu et je tombe sur une formation d'un mec qui est australien, qui est basé qui écrit pour le Wall Street Journal, qui écrit pour des économistes, ainsi de suite, sur comment bien écrire. Donc ça, c'est une première approche du copywriting. C'était vraiment top parce que j'ai vu les résultats quand je le faisais dans mon business, donc dans l'entreprise qui m'employait, et j'écrivais mieux, moi français, que des collègues anglais. Donc ça, c'était excellent. Donc première étape. Et ensuite, j'étais dans un groupe à l'époque qui était animé par un entrepreneur américain qui s'appelle Ryan Levesque, le groupe s'appelait Next Level Mastermind, et un des participants qui s'appelle Lucas Recheski était copywriter, et à chaque fois que je posais des questions, il me répondait et ses réponses étaient très pertinentes. Et du coup, je l'ai suivi, je regardais ce qu'il faisait, et quand il a lancé sa première offre, donc ce qui s'appelle du copywriting
de Marketing Jack, ou Direct Response Copywriting en anglais. J'ai fait sa formation et j'ai été dans la 2e cohorte. Et c'était vraiment fantastique parce qu'à ce jour, ça m'a donné, tu vois, des fondations en termes de marketing qui sont vraiment extraordinaires en termes de comment aborder un marché, comment être unique dans un marché. Aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le positionnement distinctif quand on crée des offres irrésistibles. Et c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. Ouais, du coup, tu commences ta première brique en fait par le marketing et comment vendre en fait, hein, et comment utiliser les mots pour vendre. Exactement. Alors que je dirais pour moi l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de commencer par créer le produit tel qu'on a envie parce que c'est comme ça qu'on se lance et tous ces aspects marketing viennent à côté et si on les met de côté trop longtemps, en fait on n'a pas de résultat et on vend pas en fait. Oui, Par exactement. accident, je pourrais presque dire. Oui. C'est ça. Tu voulais dire quelque chose? Non, tu as tout à fait raison, tu vois, c'est sans le marketing, c'est plus, je dirais, de la vente accidentelle, tu vois. Yes. Et alors du coup, ton business à ce moment-là, c'est du coup de te mettre à être copywriter là. C'est ça. Donc moi, mon business, c'était comment être copywriter. Je vendais mes services à d'autres entrepreneurs. Au début, j'ai commencé en Angleterre, donc avec des Anglais, vu que je vivais à Londres. Et je me suis vite rendu compte que les Anglais me disaient « Ouais, c'est cool ce que tu fais, mais comme t'es pas anglais, est-ce que tu vas bien parler l'anglais, patati patata, et bien l'écrire ?» Donc j'avais ça d'un côté. De l'autre côté, en France, ça se vendait, entre guillemets, tout seul, où les gens venaient à moi. Ouais. Donc, j'ai arrêté de parler au marché anglais pour me concentrer uniquement sur le marché francophone. Ok. Et oui. J'allais dire ça, c'est quand? C'est quoi? C'est fin 2016, 2017 Ça, c'était fin 2016, début 2017. Ouais. Ok. Et donc, du coup, là, tu diriges vers le marché français. Donc, tu te rapproches de la France ou c'est à ce moment-là où tu pars beaucoup plus loin de l'autre côté de la Terre? Non, j'étais toujours en Angleterre, mais juste avec les réseaux sociaux, Facebook principalement. Ça fonctionnait très bien, tu vois. Et comment du monde salariat, du coup à ce moment-là, du monde salariat où tu es rythmé par les réunions, rythmé par, je dirais, tous les cycles de l'entreprise, un cycle hebdo, cycle mensuel, comment tu te retrouves après, donc du coup freelance, globalement, à écrire pour des gens, comment ça se passe pour ta gestion du temps, pour ton organisation à ce moment-là? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est compliqué parce que il y a plus tous ces rythmes de l'entreprise? Alors, moi, ce que j'ai fait en démarrant mon activité, j'étais en fait dans un accompagnement en dev perso, en coaching, qui durait 7 mois, si je me souviens bien. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que en fait, j'avais eu vraiment cette question de la structure, tu vois. Et je me suis dit, ok, avoir ça en place, ça va me permettre de me structurer et de faire les choses, voilà, avec un certain rythme et ainsi de suite. Donc, j'avais, si tu veux, cette participation dans ce programme qui, d'un côté, m'a bien aidé, d'un autre côté, avec un peu de recul, je me dis, est-ce que ça n'a pas été une béquille qui me dit, ok, mais est-ce que voilà, tu vois, est-ce que ça n'a pas retiré, si tu veux, ma propre responsabilité d'organisation, en me disant, voilà, je délègue l'organisation dans ce coaching à la place de me dire, non, c'est bon, je sais, je vais pouvoir m'organiser tout seul, tu vois. Ouais, donc du coup, ça... Tu me suis? Ouais. Non. Ouais, ça t'a permis d'être béquillé, mais est-ce que c'était bon, est-ce que c'était le bon truc, quoi? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était le bon truc d'être béquillé ou est-ce que ou pas, tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul que peut-être pas, tu vois. Mais tu vois, j'étais content de le faire. J'étais content. Qu'est-ce qui te fait dire que peut-être pas avec le recul alors pour que ça puisse aider ceux qui nous écoutent? Pourquoi pas avec le recul? Parce que déjà, je pense qu'on n'a pas besoin de béquille pour avancer et qu'à partir du moment où tu utilises une béquille, c'est qu'en fait, tu donnes ta responsabilité à quelqu'un d'autre, en fait. Mmh. Et finalement, c'est comme si tu restais dans le salariat presque.
C'est pas faux, exactement. Et ça, tu vois, c'est intéressant parce que là, j'ai découvert récemment avec une de mes coachs que une de mes approches, tu vois, vis-à-vis du business, ça, c'est ce que j'avais en fait quand je suis parti de mon salariat. C'est en fait, c'est d'être dans la survie, tu vois. Ouais. De se dire, oh mon Dieu, entre guillemets, oh mon Dieu, je suis j'ai plus de salariat, donc j'ai plus Mmh. de revenus qui vont tomber Oui. tous les mois. Cette sécurité du salariat Exactement. avec le J'ai plus salaire de qui revenus qui tombe. vont tomber tous les mois. Tout à fait. Et donc, maintenant, c'est entre guillemets ma survie d'aller chercher mon prochain client, tu vois. Oui. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est quand tu es en mode survie, il n'y a pas de fun, c'est pas léger, c'est beaucoup moins créatif et c'est moins cool, tu vois. Oui, parce que ta recherche de solutions. Moi, je dis toujours, c'est que c'est dans la contrainte qu'on voit la quintessence de ton organisation et de ta niaque, en fait. Mhm. Et quand tu as cette contrainte de plus avoir ton salaire, d'aller, comme tu le dis, chercher tes clients l'un après l'autre pour manger, pour vivre, pour développer le business, bah tu développes encore plus de choses. J'en parlais la semaine dernière dans un cours que j'ai donné en école d'ingénieur sur le management, où je disais c'est dans les conflits et les situations tendues ou les situations compliquées que j'ai le plus progressé dans mon management, par exemple. Mhm. C'est pas dans la vie de tous les jours, le train-train quotidien, les gens qui passent, les employés qui passent, les chefs qui passent. Non, là, tu progresses, mais par contre, quand tu es dans la contrainte Ouais. et qu'il faut y aller, bah là, tu déploies toutes tes compétences, toutes tes connaissances, tu te développes et tu vas à fond, quoi. Ouais, c'est bien. Et une chose que je regarde aussi, tu vois, c'est dans quelle approche, dans quelle énergie est-ce que tu es dans la contrainte, tu vois. Oui. Si tu es dans cette contrainte en disant trop cool, je fais un truc qui est génial, la contrainte fait partie du jeu, et ok, c'est cool, là, tu vois, tu vas être dans une bonne approche de la contrainte. Par contre, moi, tu vois, ce que j'avais, c'était que la contrainte, elle était sous le putain, j'ai pas le choix. C'est en anglais, il y a une expression qui s'appelle le lifeline. C'est ce que quand les gens, tu vois, tombent d'un bateau. Je fais ça parce qu'il y a la marina à côté. Tombent d'un bateau. En fait, on leur envoie la bouée de sauvetage avec un fil. Et ça s'appelle sa lifeline, sa ligne de vie. Ouais. Et l'idée, c'est que j'avais l'impression de vivre comme ça, tu vois. Donc j'avais cette contrainte-là, mais c'était pas une contrainte qui était joyeuse. C'était une contrainte dirigée par la peur, tu vois. Ouais. Tu vois la distinction, et c'est en fait Mmh. un point qui est extrêmement important, c'est le cadre dans lequel, en fait, est-ce que tu vas être amené à passer à l'action. Oui. Quelle va être la manière d'être que toi tu vas adopter quand tu vas passer à l'action. Clairement. Enfin, ça rejoint une partie de. Enfin, ça rejoint tout ce qui. Alors, tout ce qui va être mindset et comment tu passes à l'action et comment tu te focalises vers l'action. Hein. Tu peux. Ouais. Entre ouvrir le matin ta to-do list, tu viens de je sais pas, de t'engueuler ou d'être à la bourre parce qu'il a fallu déposer les gosses à l'école ou alors c'est tranquille, tu t'es bien détendu et tout, ta to-do list, et tu te mets à bosser, ta productivité, elle va être totalement différente, hein, un peu comme Exactement. d'avoir ce fil à la patte de cette béquille, comme tu disais tout à l'heure, ou de pas l'avoir, quoi. Ouais, exactement. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, c'est quoi alors les prochaines étapes alors du Gaël de l'époque là qui est sur les réseaux sociaux, un peu sur YouTube, beaucoup par mail, et qui accompagne donc du coup des entrepreneurs ou des entreprises francophones. C'est quoi ces étapes d'après alors? Comment il grandit ensuite? En fait, il grandit. Ça, c'est une bonne question. Comment je grandis? Alors, il y a une chose que moi j'ai toujours fait depuis le début, c'est de l'automatisation. Je suis un ancien ingénieur, comme tu disais dans l'introduction. Et pour moi, l'automatisation, j'ai toujours fait ça, tu vois. C'est dès que je pouvais automatiser un process, c'est parti, c'est automatisé, tu vois. Donc, j'ai toujours eu ça en place. Et donc, en fait, comment grandir? Déjà, la première chose qui m'a fait grandir, c'est de me rendre compte qu'une des problématiques quand j'étais freelance en tant que copywriter, c'est que j'ai un peu deux modes, tu vois. Tu as un mode où tu cherches des clients et où tu vois ton cash diminuer. Et de l'autre côté, j'avais un mode où non,
oui, je trouvais mon client, donc là c'est cool, le cash remontait, et ensuite je livrais. Et donc ensuite, Oui. pareil, quand tu livres, bah, c'est pareil, le cash il diminue. oui. Et en fait, j'étais vraiment dans ces dents de scie, et c'est très inconfortable, donc je me suis rendu compte de ça, et je me suis dit, ok, il faut absolument que je change quelque chose. Donc là, j'avais commencé à continuer à bosser, et à démarcher des clients, tout en cherchant d'autres copywriters avec lesquels travailler. Donc j'en ai trouvé des copywriters, c'était bien difficile, tu vois, pour te donner une stat sur 10 personnes que j'ai essayé, il y en a eu un avec qui on a bossé pendant peut-être 1 an et demi. Et ça a été vraiment fantastique de bosser avec lui. Et par la suite, donc j'ai fait ça. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un de mes clients avec qui on a fait tous les aspects copywriting de son business, donc des pages de vente, on a fait des pages de capture, des publicités, et un jour il me dit tu sais faire des webinaires? Je lui dis non, mais ça doit pas être très compliqué, tu vois, j'ai même principe, sauf que c'est des slides. Donc je lui dis vas-y, fais-moi un webinaire et puis on voit. On fait le webi, dans la soirée, il génère quelque chose comme 5 fois plus que ce qu'il avait généré avec son webinaire à lui, tu vois. Donc là c'était victoire, tu vois, on était là, trop heureux, donc on célèbre. Et de fil en aiguille, en fait, ce qui se passe, c'est de plus en plus de personnes me disent Gaël, est-ce que tu peux me faire un consulting webinaire? Gaël, est-ce que tu peux me faire une revue de mon webinaire? Est-ce que tu peux me montrer comment tu fais des webinaires? Et donc, petit à petit, j'ai fait des ateliers webinaires, donc des ateliers présentiels à Paris, où j'avais entre 4-5 personnes qui étaient là. Un coup, j'ai fait, alors un truc, petite anecdote, c'est que faut faire vraiment attention aux vacances. Parce que j'avais organisé un atelier le premier jour des vacances scolaires de février, tu vois. Genre quand tout Paris part au ski. Quand tout Paris, voilà, est dans les gares, blindé. Exactement. Et comme j'ai pas d'enfants et que je vis plus en France depuis que j'ai 22 ans, donc ça va faire, j'en ai 38, donc ça fait 16 ans. Mais ça aucune idée des vacances scolaires, donc je fais ça. Et là, j'avais trouvé, il y a une personne qui est là, qui prend sa place, et avec qui, voilà, on refait globalement toute la partie promesse de son webinaire pour vraiment transformer cet aspect-là. Et il me dit, ouais, grâce à ça, c'est simple, il s'est mis à dominer son marché, en fait. Et donc, on a passé vraiment une journée ensemble à fond à bosser sur tout son message, tout ce qui va le rendre unique, tout ce que ses clients veulent vraiment, trouver les bons angles, les bons mots, pour que ce soit le plus percutant possible. Et boum, ça a explosé. Donc, première chose, moi, c'est ce que j'ai toujours, en sachant que, ça c'est aussi dans l'année, pour ajouter à l'anecdote, 2 jours plus tôt, c'était un lundi, je me souviens, et c'était la veille ou l'avant-veille, j'étais sur scène devant 200 personnes, tu vois, à donner une conférence sur la thématique de la vente. Ouais. Donc je suis passé de 200 personnes à 1 personne, et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, moi, c'est mon point de vue, c'est je livre peu importe l'audience qui est en face de moi. Ouais. Mais je dirais le show doit être fait, quoi. C'est-à-dire quand on est entrepreneur et qu'on accompagne des gens, qu'il y en ait une dans la salle ou 50 ou 200 ou 3000, on se doit de leur donner la valeur qu'ils sont venus chercher, quoi, et pour lequel ils ont payé, quoi. C'est exactement ça, tu vois. Et c'est pas se dire oui, c'est moins bien, c'est pas cool, c'est tati, c'est tata. Non, pour moi, c'est voilà, il est là. En plus, la personne se déplaçait depuis Angers. Donc, moi, j'étais là, j'étais prêt. On a passé vraiment une journée fantastique. Et vos résultats, c'était ouf, quoi. C'est boum, avec cette personne, ça a vraiment. Et ça a transformé son business à lui et également des centaines d'autres personnes, tu vois. Donc, c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Bon, en même temps, lui, il a eu un QI monstrueux parce qu'en fait, d'un atelier où t'es 4-5 et où du coup, bon, tu poses tes questions, mais chacun y va, à se retrouver à avoir un atelier dédié avec le king du webinaire. Exactement. C'est le jour et la nuit, tu vois. Donc, exactement, ouais. Vraiment cool. Donc, c'est là où j'ai effectué mon pivot. Donc, c'est une chose que j'ai été amené à faire. Tu vois, j'ai commencé copywriter. Après, j'ai fait copywriting spécialement dans les webinaires, uniquement dans les webinaires. Et par la suite, donc je suis passé et c'est là où en fait, quand j'ai fait ce shift, je dirais, des portes également sont ouvertes, où j'ai été invité à parler sur scène
en Allemagne, devant une centaine d'entrepreneurs dans la thématique, enfin qui sont dans la thématique de la formation. Donc ils vendent des formations en ligne. J'ai été invité sur Paris, j'ai été invité où est-ce que je suis allé d'autre? À Paris, je suis allé aussi du côté de Gentilly ou Chantilly, au nord de Paris, Oui. pour parler encore En une fois. Picardie, pas loin de chez moi. C'est ça. Pas loin, enfin en direction de l'aéroport Charles de Gaulle. Là. Ouais. Et oui, donc ça commence à se décanter. Et puis petit à petit, tu vois, je me suis passé de ça à faire du coaching pour encore une fois avoir plusieurs clients en même temps. Parce qu'encore une fois, le copywriting, c'est cool. Copywriting de webinaire ça est associé à des honoraires plus importants par rapport au fait de ce que ça rapporte un webinaire. Tu vois, quand tu es amené à générer plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un webinaire en une soirée, eh bien, ça justifie plus facilement d'avoir des tarifs à 7 000, 10 000, voire plus par webinaire, tu vois. Ouais. Mais là, tu restes toujours dans un aspect, je vends de la presta, donc du temps, en fait. Et du coup, quand en fait, t'es toujours dans ce mode freelance de je cherche des clients et je livre. Je cherche des clients, je livre. Principalement, ouais. À quel moment tu itères ce modèle? C'est-à-dire à quel moment j'itère ce modèle? En fait, globalement, hein, pour moi qui te connais, tu n'es plus que dans un mode je cherche du client, je livre. Je cherche du client, je livre. T'as toute une facette, t'as un certain nombre de facettes désormais dans ton business où tu as pu, je dirais, alors monter en gamme ou aussi faire en sorte que c'est pas que ton temps qui est transformé en argent en fait, hein, dans ce premier mode. Avec ce pivot d'après ou cet accompagnement complémentaire sur le suivi commercial par la suite, quoi. Bah, c'est principalement ça, tu vois. Ensuite, ça va être. J'ai toujours cet aspect, je pense à, je dirais 80% de mon temps, tu vois. J'ai certaines formations, mais les formations sont toujours accompagnées de coaching. Enfin, je dis du coaching, mais ça peut être de l'accompagnement ou du consulting. Donc ouais, j'ai quand même ça qui est quand même qui joue pas mal aussi au niveau de mon entreprise, tu vois. J'ai des formations, oui, certes. Par contre, encore une fois, les formations, je les ai pas vendues en frontal pour une raison qui était simple, c'est que je souhaite que mes clients mettent en place ce qu'on voit ensemble. Ouais. Et que faire une formation pour faire une formation, pour moi, jusqu'à maintenant, je me dis j'ai pas suffisamment de contrôle sur ça, je peux pas suffisamment les pousser pour qu'ils avancent. Je peux peut-être changer d'avis à un moment, tu vois, de me dire c'est à eux de prendre leurs responsabilités à 100%, tu vois. Et d'ailleurs, ça fait partie des réflexions que j'ai à l'heure actuelle, où je suis en train de transitionner plus vers de l'accompagnement de groupe, qui s'avère d'ailleurs, c'était ce qu'on avait fait ensemble sur la création d'offres irrésistibles. Tout à fait. Où c'est quand même bien puissant de se dire l'énergie du groupe elle est fantastique. Les résultats qu'ils ont, en fait ils ont tous créé leur offre irrésistible à la fin de l'accompagnement. Donc moi j'étais là, wow, excellent. Vous avez tous des slides prêts à montrer à vos prospects pour faire une vente. Donc je suis là, ok d'accord. C'est quand même bien cool tout ça. Exactement. Et vous vous entraidez entre vous, donc je trouve ça vraiment vraiment chouette, quoi. C'est là où cette émulation de groupe, elle permet quand même de transcender ce qui peut être fait dans n'importe quel accompagnement. Pour autant, je dirais, il y a toujours. Moi, je te rejoins sur l'aspect formation. Enfin, je veux dire, les formations en ligne pour n'importe quel infopreneur, solopreneur, on se dit c'est le truc entre guillemets vite fait, ou alors le truc qu'on va créer de manière monstrueuse avec des milliards de vidéos, mais c'est quelque chose où on rejoint après la responsabilité individuelle de le mec qui achète ou la dame qui achète. Après il faut qu'elle se connecte, il faut qu'elle aille voir, etc. Il faut qu'elle avance. Il faut qu'elle fasse le taf. Il faut qu'elle fasse le taf et on peut se rendre compte quand même assez facilement que s'il n'y a pas quelqu'un pour prendre la personne par le collier là comme ça et lui dire tiens ta formation t'en es où, tiens ton truc t'en es où, pourquoi t'as fait que les 2 premiers jours sur les 27 en fait, les gens gaspillent de l'argent, peuvent aussi se retrouver à sauter de formation en formation, et puis en fait à jamais progresser en fait. Et je te rejoins pleinement sur, il y a que le coaching annuel ou il y a que l'accompagnement de groupe qui fait que les gens après progressent et y vont.
parce qu'ils sont du coup redevables à quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a cette espèce de partenaire de redevabilité qui est le coach ou qui est le groupe, qui fait que ouais, si je veux pas me retrouver entre guillemets à avoir l'air con face aux autres, bah allez, j'y vais. Ou après, s'il y a une bonne énergie, bah tout le monde se motive, s'automotive, et puis ouais, bah allez, on y va les gars, et on fonce quoi. Et ces modèles-là, pour moi, c'est des modèles, je veux pas dire d'avenir parce qu'ils existent déjà, mais c'est les meilleurs modèles pour pouvoir faire progresser et transformer les gens. Ouais, bah quand tu regardes, tu sais, quand tu prends l'exemple de la classe, quand tu es à l'école, à l'université ou que sais-je, c'est un modèle de groupe. Hein. Oui, c'est tout une à fait, personne avec un groupe. Enfin, nous on était, quand j'ai été dans mon école d'ingénieur, on devait peut-être être 200 personnes, je crois, c'est ça. Moi aussi, on était 250 par promo. Voilà. Divisé en 5 filières de 50. Voilà. Bon. C'est pas là où t'as la meilleure émulation. L'émulation, elle va être plutôt dans un petit groupe ou autre. Ouais, c'est quand tu vas voir, c'est en général, tu sais, quand tu vas faire des travaux pratiques, tu sais, des TD, tout ça, où vous allez être en petit groupe, entre 5, 6, peut-être 10 max, et que vous allez créer un truc qui est vraiment cool, quoi. Ouais, exactement, oui. Alors du coup, tu nous as parlé tout à l'heure d'automatiser, de cet aspect ingénieur. Oui. Du coup, c'est quoi tes astuces de productivité aujourd'hui, Gaël, dans ton business? Qu'est-ce que tu as mis en place pour être productif chaque jour ou chaque semaine, si tu te laisses des jours pour toi ou pour ta compagne? Alors, ce que j'ai mis en place... Alors, déjà, il y a un aspect... Alors, la dernière chose que j'ai mise en place et qui est vraiment, vraiment top, c'est... donc, dans mes accompagnements, j'ai des groupes qui sont créés sur une application qui s'appelle Telegram, qui est un concurrent de WhatsApp. Et en fait, pour obtenir l'engagement des différents participants et gérer certains aspects du groupe, en fait, j'ai mis en place des robots qui me permettent en fait d'être sûr que peu importe ce qui se passe, les membres vont recevoir un message à telle heure, tel jour, de manière régulière et assurée. Ce qui fait que si moi, donc je voyage beaucoup, si moi, par exemple, je suis pas derrière mon ordinateur, derrière mon écran, que je fais autre chose, je sais que mes clients vont avoir cette expérience qui va leur permettre, peu importe ce que le Gaël fait, enfin en gros que ce soit plus dépendant uniquement de moi, mais que eux aient l'expérience. Donc ça, c'est la première chose. Les logiciels que j'utilise, il y en a un qui s'appelle Make, make.com, qui permet d'automatiser des tâches. Un autre que j'ai, c'est Zapier, donc pareil, qui permet d'automatiser des tâches. Et ce que je fais notamment, donc en termes d'automatisation au niveau de la vente, ça va être tout ce qui est, par exemple, quand un prospect va prendre un rendez-vous avec moi, il va rentrer automatiquement dans un système d'automatisation par email, ce qui fait qu'avant l'appel avec moi, il aura déjà vu des vidéos quand je suis sur scène qui vont lui apporter de la valeur pour qu'il se dise « Ah, voilà ce qu'il fait, voilà qui il est, ça m'intéresse ce qu'il fait, je veux en savoir plus ». Donc je vais avoir ça, je vais avoir également des automatisations au niveau de mon système de paiement, de versement, donc à savoir comment connecter mon système de facturation à des logiciels de paiement, comme ça dès qu'une facture part, en fait les prélèvements sont faits automatiquement. Donc ouais, sur ces aspects-là, il y a déjà... Ok, donc là, tu as simplifié, je dirais, une grosse partie de tout l'aspect logistique, je dirais, donc cet aspect séquence mail, etc., toutes ces automatisations, alors Make et Zapier, donc que je mettrai en lien de l'épisode et que j'utilise moi-même énormément dans les automatisations. Alors moi, pareil, pour faire plein de trucs, quand je dépose par exemple avec Zapier, quand je dépose l'épisode de podcast, ça crée automatiquement un article de blog sur mon site, avec le player et les notes de l'épisode en dessous. Donc je dirais le champ des possibles avec Make et Zapier, il est phénoménal. Et c'est vrai qu'il y a que Make qui permet de revenir sur ce que tu disais juste avant, sur cette animation client dans Telegram, parce que Zapier n'a pas de bot là-dessus. Je dirais alors, donc ça c'est de l'aspect automatisation. Mais après, est-ce que dans ton business, du coup, toi, chaque jour, est-ce que tu as
sais pas, des rituels? Est-ce que tu as des façons de te concentrer, des façons de te mettre à bosser? Est-ce que tu as une to-do list ou est-ce que tu as 5000 post-it sur ton bureau? Bonne question. Alors, je suis assez fluide par rapport à ça. En fonction des différents mois que j'ai, de mes différentes périodes de focus. Donc là, par exemple, on bosse principalement sur les conférences Momentum vendre en ligne, dont tu es intervenant. Un expert conférencier. Un expert conférencier, exactement. Et ça va vraiment dépendre, tu vois. Je vais avoir... alors oui, j'ai des routines. Le matin, par exemple, je sais, là, je fais des étirements. Donc tous les matins, je vais faire à peu près 20 minutes, une demi-heure d'étirement. Ensuite, voilà, donc c'est la préparation de ma journée. Je vais faire peut-être un peu de méditation. Je vais aller peut-être lire un livre, des choses comme ça avant, en démarrage. J'aime bien aussi être amené à marcher pendant ma journée. Maintenant, alors moi, c'est ce que j'ai remarqué. C'est que quand ma routine, elle est... En fait, pour faire simple, c'est comme si tu avais deux types d'actions. Ouais. Des actions, tu vois, qui sont alignées avec ce que tu veux, et des actions automatisées. Et j'ai remarqué que dès que j'ai des actions qui sont alignées, elles se font dans la joie, et dès qu'elles sont automatisées, bah, c'est un peu plus dur à kiffer vraiment ce que je fais, tu vois. Donc en fait, ce que je fais depuis quelques temps, c'est en fait, je refais mon planning à la main de la journée, tu vois. Donc je vais ouvrir mon iPhone, je vais aller dans Notes, et je vais marquer, voilà, à 7h, le réveil sonne. De 7h à 7h30, je vais être en snooze, tu vois. 7h30, je vais aller faire mes étirements. Non, mais ça, il faut être clair, tu vois. Je ne vais pas être le seul, tu vois. À 7h01, t'es pas debout dans tes pantoufles. Ça m'est arrivé, tu vois. Dans certaines phases, oui. Ça m'est arrivé d'être à 7h le réveil sonne, à 7h01, j'étais en basket pour aller courir, tu vois. Ça, c'est aussi complètement une possibilité. En fait, j'ai appris à adapter ma routine et mes habitudes en fonction de ce que je fais, tu vois. Ouais. Par exemple, je vais te donner un exemple. Quand j'étais à Bali, qu'on cherchait une maison à Bali, en gros, on faisait des visites, c'était quoi, à partir de 10h le matin. Et après, je me plaignais que j'arrivais pas à rien faire. Enfin, en gros, il est 10h et je me mets à travailler, il est midi, il est 1h et c'est pas bien. Blablabla. En gros, je faisais mon petit... je me plaignais à fond, quoi. Et donc, en gros, je me suis dit, mais attends, à la place de faire ça, je vais me bouger le cul. Et de 7h à 10h, je vais bosser. Donc, en fait, là, c'est pareil, j'ai inversé ma routine en me disant, bah, le matin, boum, c'est parti, je vais bosser. Donc, de 7h à 10h, j'avais déjà fait quasiment tous mes trucs de la journée. Ce qui fait que j'ai été zen pour aller visiter les maisons. Oui. Et en fait, c'est de savoir comment m'adapter en fonction de la situation. C'est ça. Et donc j'ai ça, donc je vais avoir ensuite des routines, donc de noter ce que je vais faire, quand est-ce que je vais le faire, à midi ce que je vais manger, ce que je vais manger au petit-déj, ce que je vais manger le soir, à quelle heure je m'arrête de bosser, à quelle heure comment dirais-je, je vais aller me coucher, pour en fait préparer déjà dans ma tête tout le déroulé de ma journée. C'est ça. Et là, c'est magique. Ouais, moi c'est ce que j'appelle le rituel quotidien dans les accompagnements que je fais. Et c'est rigolo parce que cet aspect écrire les choses et préparer sa journée à l'écrit, moi c'est bien souvent ce que je conseille aussi, parce que ça permet, le pouvoir de l'écriture avec un stylo sur une feuille amène ton esprit à se projeter dans l'action en fait. Ouais. Alors que juste ouvrir et regarder, bon bah ouais, ok, j'ai ça et j'ai ça. Alors que de réécrire, voilà, tiens, à 10h, je vais, je sais pas moi, faire ma page de vente, à 11h, j'ai un appel, ah bah oui, tiens, c'est avec tel client, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Et le pouvoir de l'écriture, et du coup de l'analogique, n'est pas, il est clairement à prendre en compte, en fait. Ouais. Et tu vois, c'est même aussi une occasion que moi j'utilise pour me dire à quel point je vais kiffer la journée qui arrive, tu vois. De me dire, ouais, ok, je vais écrire ça, je vais parler à Fabien, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un podcast. Comment ça va se passer? Ça va être génial, on va avoir une super conversation. Je sais pas du tout de quoi on va parler, il veut pas me donner les questions. Il a pas voulu me donner de questions, il a dit, il y aura pas de script. Alors je dis, putain, ok, d'accord, il va falloir que ça le fasse bien. Il dit, mais t'inquiète pas, ça va bien le faire, ok, ça va bien le faire. Donc, en fait, je me projette déjà dans ma journée qui arrive et c'est vraiment génial, tu vois. Je suis à fond, je suis là, je me dis, ok, c'est trop cool, quoi. Et en fait, ça me permet, voilà, de préparer mes journées en avance et de pouvoir gérer mes différentes priorités,
tout le temps, parce que moi, c'est ça le truc. Moi, ça m'est arrivé de passer par des phases je dirais, d'organisation très carrée, très militaire, qui dure un certain temps, mais après, je me rends compte que je me lasse et ça me fait perdre mon énergie. Et dès que ça me fait perdre mon énergie, tu vois, je le fais, mais je suis pas heureux. Et je me dis, ça sert à rien si tu fais ça que t'es pas heureux, donc je lâche l'affaire. Enfin, j'arrête de le faire pour faire autre chose, tu vois. Donc en fait, je m'accorde quand même une certaine fluidité dans mes journées, dans mes semaines, et ben pour avoir les différents trucs qui me font kiffer en fait, de pouvoir les faire. Du coup, est-ce que ce serait le conseil que tu donnerais au Gaël il y a 5-10 ans de planifier des journées sur ce qui le fait kiffer? 100%. 100%? Quel autre conseil tu lui donnerais au Gaël d'il y a 10 ans là? Que si tu vois qu'il y a un truc que tu fais pas, enfin que tu prévois de faire, que tu as mis dans ton agenda avec une récurrence de tous les jours, mais que tu le fais pas pendant 3 jours à une semaine, retire-le de ton agenda. Arrête de te stresser avec ça. Ouais, c'est des trucs qui t'ont stressé, ça? Ouais, en fait, tu vois, c'est de me dire, ok, je vais planifier. Premier exemple qui me vient en tête, je vais planifier une publication Facebook par jour et me forcer à le faire, tu vois. Si je le fais pas, en fait, tu vois, ah putain, j'aurais dû le faire, je l'ai pas fait. Et tu vois, tu te couches en te disant, ah putain, j'aurais dû le faire, mais j'ai pas fait, je suis pas un bon ceci, un bon celle-là. Tu sais, c'est genre, je vais pas avoir de clients, je suis qu'une grosse merde, je vais rater ma vie. C'est ça, en fait. Alors, c'est toute la culpabilité qu'on va se donner. C'est ça, c'est exactement, c'est la culpabilité qu'on va se donner. C'est exactement ça, quoi. Alors qu'il y a pas lieu d'être. Donc, le retirer pour arrêter, en fait, de créer de la charge mentale qui est complètement inutile. Alors ça, c'est ce que c'est l'échange que j'ai eu avec un solopreneur il y a 2 jours, un certain Mathieu, quand on a parlé de charge mentale et de structure ou autre, et je lui disais que pour moi aujourd'hui, quand on parle de productivité, on parle énormément de bullshit. Pour moi, on force les gens à vouloir à tout prix rentrer dans un cadre de prends à tout prix un logiciel ou colorie les cases dans ton agenda toutes les 2 heures pour te faire des créneaux. Crée-toi des structures ultra figées. Et en fait, tout ça fait que on se retrouve dans ce que tu appelais tout à l'heure les actions automatisées, celles qui nous amènent pas de kiff. Et celles que du coup on va à reculons et qu'on ne fait pas, tel que ce post Facebook qu'on ne fait pas chaque jour parce qu'on l'a écrit pourtant dans notre agenda chaque jour. Et pour moi aujourd'hui on est en particulier avec je dirais ce monde rempli de distractions, de notifications, de surcharge. Enfin on arrive dans de la surcharge mentale et à amener de la culpabilité aux gens qui ne réussissent pas à cocher toutes les cases de leur putain de to-do list chaque jour, quoi. Alors est-ce que c'est ça qui fait avancer dans le business? À mon avis, non. À mon avis, c'est là, maintenant, je peux dire, c'est contre-productif. Et alors, 2 choses. La première chose, c'est moi, j'ai été amené à faire, tous les trucs que tu peux voir qui sont type le Miracle Morning. Alors ça, je l'avais fait pendant un moment. Pareil, tu vois, c'est dès que tu prends un truc comme être une religion et que tu kiffes plus, pose-toi des questions. Ouais. Parce que tu vois, j'avais fait ça, la 12 Week Year, ça aussi c'est un très bon concept, ça marche bien, mais c'est très dans la tête et pas vraiment dans le cœur de ce que tu veux faire. Et c'est comment en fait, je pense qu'on te donne des bons cadres, on te donne des bonnes approches. La seule chose qu'on t'a pas dit, c'est comment faire en sorte de continuer à kiffer quand tu les mets en place et quand tu le fais. Et comment, quand tu le fais pour le 3e mois de suite, pour le 100e jour consécutif, tu kiffes autant que le premier jour. Et c'est ça qui est clé, tu vois. C'est ça qui est clé. Se rendre compte que n'importe quel truc que tu fais, c'est le prendre comme si c'était la première fois que tu le faisais. Bien sûr, avec l'expérience que tu en as tirée. Oui. Après, je partage exactement le même avis que toi sur Miracle Morning, que j'ai testé aussi à plusieurs reprises et à chaque fois sur des périodes courtes et après où ça s'arrête pour diverses raisons. J'ai testé 12 Week Years aussi qui amène un aspect super intéressant. Mais en fait, alors si on prend 12 Week Years, donc qui est une façon de s'organiser pour en faire autant en 12 semaines que sur une année complète, soi-disant.
ça reste toujours un truc avec une structure rigide, des étapes à faire toujours de la même manière, et où il manque toujours ce putain de kiff en fait. Il manque ce qui et on arrive à un truc où tu te retrouves dans le monde de l'entreprise avec des indicateurs. Voilà, l'indicateur de la semaine. Voilà, c'est quoi? C'est ça. Ah ouais, puis la semaine prochaine, est-ce que je me suis amélioré, pas amélioré? Alors des indicateurs, il en faut, mais si on retombe dans le technocratique de l'entreprise avec des indicateurs pour tout et rien, on perd le kiff et on perd ce qui nous a amené aussi bien souvent à devenir entrepreneur et du coup à se recréer un job salarié ou de se créer un business. Ouais. Exactement. Ouais. Oui. Vas-y. Il y avait une autre chose que je voulais dire à mon Gaël d'il y a 10 ans, c'est follow the plan. C'est suis le plan, follow the plan. J'ai cette tendance où je suis très très bon en stratégie. Ouais. Et je suis très très bon pour rédiger ma stratégie et faire des plans et tout ça. Mais aussi, je suis très très bon pour, quand je le mets en place, de revouloir faire une nouvelle stratégie, tu vois. Et en fait, la simple phrase de follow the plan, suis le plan, tu vois, tu fais un plan de marche, tu le suis, et vraiment d'avoir confiance dans ce plan de marche. Donc ça, c'est un plan qui est, un conseil qui est vraiment très puissant. Ouais. C'est ce qui permet après au colonel Hannibal Smith de dire j'adore qu'un plan se déroule sans écran. Exactement. Hannibal Smith, pas Hannibal Lecter, hein, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Le plan sera pas le même. Hein. Le plan sera pas le même, non. Gaël, tu nous as parlé donc, alors tu as ton organisation à toi, des rituels, hein, on a parlé de ce rituel quotidien de faire ta journée, tu as parlé d'automatisation. Est-ce qu'il y a des choses que tu délègues dans ton business? Ou est-ce que tu es le solopreneur qui fait tout seul, qui a son organisation et qui n'a pas forcément d'équipe parce qu'aujourd'hui ça te convient parfaitement? Bah écoute, jusqu'à récemment, j'avais pas grand monde dans ma team. Là, je commence à en avoir un petit peu plus, tu vois. Donc j'avais quand sur certaines campagnes, je vais avoir des assistants virtuels qui vont m'aider notamment à répondre sur LinkedIn pour réserver des appels, donc sur la partie commerciale. Je vais avoir aussi mon comptable, donc qui va m'aider avec la comptabilité, faire les chiffres, ainsi de suite, de manière plus régulière. Donc je commence à mettre en place, tu vois, petit à petit, ces différents aspects de mon business, et plus ça va, plus là justement j'y pense pour passer plus de temps, je dirais, dans ma zone de génie, et en fait, et livrer certains projets, en gros, que je puisse conserver vraiment mon aspect créatif, mon aspect créatif et structure, et d'avoir quelqu'un, tu vois, qui soit là en soutien, en support, pour être amené à livrer les différents aspects de tout ce qui est administratif, envoyer certains documents à des clients, patati patata, réserver les meetings, ainsi de suite. Ou avoir quelqu'un, ce serait, c'est dans cette direction que je vais à l'heure actuelle sur cet aspect-là, tu vois. Donc tu en passes de te transformer de solo à CEO, alors? C'est ça. Bah là, j'ai déjà, en fait, tu vois, des personnes, qui sont qui bossent avec moi. Maintenant, là, c'est d'en avoir d'autres pour être amené à développer mes ailes, à que ce soit plus uniquement que le business ne soit pas uniquement que du Gaël, mais d'avoir vraiment une structure, un plan, des processus qui soient amenés à être à livrer, tu vois, et vraiment à réfléchir, non pas uniquement qu'est-ce que moi je peux livrer, mais quelle machine est-ce que je peux mettre en place, quelle organisation, quelle structure mettre en place pour transformer un prospect en client, et que ce client obtienne le résultat qu'il désire. Oui, ouais. Toujours avec cet aspect customer care qui est important pour toi, ouais. C'est ça. Bah, tu vois, j'ai fait 4 ans chez Rackspace. Rackspace, c'est considéré comme l'une des meilleures entreprises en termes de service client dans l'hébergement informatique. Donc l'hébergement de sites internet. Donc moi j'ai toujours eu ça, j'ai fait ça pendant 4 ans. Quand je suis parti, je me suis dit moi je vais continuer à propager le mot du eux ils appellent ça fanatical support, donc un support client qui soit fanatique, tu vois. Donc c'était assez incroyable, tu vois. Il y avait certaines choses qu'on faisait, c'était du genre
Quand on bossait pendant longtemps avec les clients, on leur envoyait des pizzas à distance. Il y en a certains qui étaient... un coup, c'est arrivé, il y avait un client qui était bourré, qui envoie un message au support pour qu'on lui envoie un taxi pour qu'il aille le chercher. Ouais. Donc Oui. c'était des trucs qu'on allait, ce qu'on dit en anglais above and beyond, c'est au-delà des attentes. Et moi, c'est ce que je souhaite apporter à mes clients, faire en sorte que quand ils sont, en fait, avec moi, en gros, simple, c'est j'ai cet objectif de me dire que comment faire en sorte que mes clients aient besoin de travailler avec moi et après c'est tout, tu vois. Qu'en gros, ils aillent pas voir ailleurs. Ouais. Parce qu'est-ce que j'ai la possibilité de les servir sur leurs problématiques. Donc, bien sûr, dans mon spectre à moi, tu vois, je vais pas. Bien sûr, oui. Moi, Tu vas pas te mettre à vendre des accompagnements en productivité, par exemple. Exactement, c'est ça, tu vois, c'est ça le délire, tu vois. Je vais pas les aider sur leur productivité, tu vois. Moi, je fais ma tambouille, mais c'est pas ce que je veux faire. Enfin, c'est pas mon délire. Et par contre, quand il s'agit de l'aspect marketing, de l'aspect vente, ainsi de suite, comment être amené, voilà, dans ce que je fais, à prendre un client, le développer, faire en sorte, voilà, qu'il puisse passer des paliers et qu'il continue à avancer. Et quand un client, et ça m'est encore arrivé cette semaine, un client me dise, putain, ce que j'ai vu avec toi, j'ai encore vu chez personne d'autre et pourtant j'ai fait plein de formations. Je fais. Alors, premièrement, moi j'étais surpris parce que c'est normal. Et après, ça a un peu flatté mon ego, même en me disant, putain, elle a fait les formations chez un tel, c'est quand même des gros calibres et tout ça, patati, nanana. Et juste là, je dis, merci. Good. Ouais, c'est clair, tu vois, ça fait plaisir de me dire, voilà, donc quel niveau d'excellence que je peux apporter à mes clients quand on bosse ensemble. Donc encore une fois, tu vois, c'est un chemin. L'excellence, à mon avis, c'est plus une approche plutôt que, voilà, ce sera fait comme ça, c'est fait comme ça, c'est ainsi et point barre, tu vois, c'est pas l'excellence d'aujourd'hui, tu sais, elle est toujours remise en question demain. Ah, clairement, oui. Donc, c'est plus un désir, c'est une philosophie, une approche. Et puis, tu vois, ça me permet aussi, c'est quand même un avantage, c'est que moi, j'ai pour objectif de comment faire en sorte, et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas énormément, tu vois, chez les personnes qui sont sur le web, enfin, qui vendent des offres sur le web. Moi, je viens avec des parents qui viennent de business plus traditionnels. Tu as toujours eu cet objectif de comprendre la valeur long terme d'un client. Oui. Donc, pour moi, j'ai toujours cet objectif en tête de me dire comment servir un client de telle sorte que j'accompagne son parcours de croissance. Oui. Pour pas qu'il vienne acheter chez moi uniquement une fois, mais qu'il ait la possibilité, voilà, il va commencer par cette première porte, ensuite il peut passer sur cet accompagnement-là, et ensuite celui-là, un petit peu comme ce que tu as fait, tu vois. Ah oui, tout à fait, oui. Mais en fait, c'est comme tu dis, qu'est-ce qu'on peut amener dans son champ d'expertise sur l'échelle de valeur et de transformation qu'on peut amener aux clients. Ouais. C'est ça, exactement. Alors du coup, Gaël, justement, dans toute cette échelle de valeur et de service, qu'est-ce que tu peux aujourd'hui apporter à des solopreneurs, alors je dirais débutants, confirmés? C'est quoi les produits phares du Gaël en 2022 et peut-être les pistes pour 2023? Les pistes pour 2023. Alors, merci de tes questions, Fabien. Alors, pour faire simple, je vais te parler alors en anglais, le mot c'est framework, c'est un modèle global en fait pour développer des business. Donc c'est le modèle qui s'appelle COMV. Alors en fait c'est les 4 étapes par lesquelles passer, mais en fait pour être amené à déclencher des ventes et surtout d'être distinctif, d'être différencié dans son marché. Et la problématique que je vois en fait avec beaucoup d'entrepreneurs, surtout les personnes qui vont être débutantes, les personnes qui sont déjà lancées, elles ont une dynamique qui est complètement différente. Et généralement, mes clients, c'est plus des personnes qui sont déjà lancées. C'est pas des personnes qui sont en phase de concept. Phase de concept, ça n'est pas pour moi. Par contre, si c'est déjà lancé, écoute bien ce qui suit. Donc les 4 étapes, donc COMV. La première, c'est d'avoir une communauté de clients idéaux amoureux. La deuxième, c'est d'avoir une nouvelle offre irrésistible. Une fois que tu as ta nouvelle offre irrésistible, tu vas pouvoir la marketer auprès de la communauté de clients idéaux et amoureux. Et après l'avoir marketé, tu vas être amené à la vendre. Et c'est vraiment respecter ces 4 étapes.
avoir une communauté, avoir une offre irrésistible, la marketer et la vendre. Donc ça traverse ces 4 étapes-là, et donc à travers ça, moi je vais avoir des accompagnements voilà, qui commencent tout d'abord. Ça, c'est la première chose, ce qui va faire la différence pour n'importe quelle entreprise. Pendant que la majorité des entreprises vont se battre à avoir des tarifs qui vont être faibles, au milieu d'une concurrence qui est plus pléthore, enfin, où on a de plus en plus jour après jour, à essayer d'avoir des prospects et avoir plein de prospects, mais en fait, tu te rends compte que ton taux de conversion reste relativement faible. Je me dis, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu regardes en amont la problématique, notamment la problématique numéro 1 d'offre irrésistible. Quand tu as une offre qui est complètement différenciée sur ton marché, moi, c'est ce que j'appelle avoir un positionnement distinctif sur le marché. Quand tu as un positionnement distinctif, c'est simple, il y a toi et tous les autres. Et à partir du moment où il y a toi et tous les autres, qu'est-ce qui se passe ? Tu montres de la valeur supplémentaire. Je vais te donner un exemple. Je parlais avec un chef d'entreprise il y a quelques jours qui souhaite faire certifier ses formations. Et il avait devant lui, il me dit, Gaël, j'ai 3 devis devant moi d'entreprises voilà, qui me proposent de faire certifier ma formation. Ils me disent tous la même chose. La seule chose qui va faire la différence, c'est le tarif. Et le tarif, il y a quelques centaines d'euros de différence. Il dit, et moi, je fais comment la différence ? Comment est-ce que je sais lequel est le mieux pour moi ? Il me dit, au final, il m'a dit, je suis allé avec celui avec lequel j'avais un meilleur feeling. Ouais. Donc, en gros, tant que tu es dans cette situation-là, tu laisses l'avenir de ton entreprise au feeling, à l'émotionnel que tu vas laisser aux gens, et c'est pas quelque chose qui va être guidé. Donc en gros, tu as zéro contrôle par rapport à ça, et tu vas te battre sur quelques euros, tu vois. Ouais. Mauvaise réponse, tu vois. Alors que quand tu es amené à avoir un positionnement qui est distinctif, à être différent des autres, à montrer que tu apportes plus de valeur, que tu comprends mieux ton client, ton marketing va se faire plus facilement, de manière complètement plus aisée. Une fois que tu as le marketing qui est fait plus aisément, les gens comprennent la différence que tu apportes, donc la vente devient naturelle. Et t'es même pas obligé d'être, t'es pas obligé d'être aussi bon en vente que si tu as une offre qui est, je dirais une offre banale, une offre qu'on voit chez tout le monde, quoi. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Parce que si ton positionnement, il est, comme tu le dis, distinctif, que tu as cette offre irrésistible, en fait, tu es aussi clairement aligné et engagé avec ce que tu vas vendre, en fait. Et du coup, Exactement. à la fin, tu t'es pas à faire, entre guillemets, un pitch de vente en 4 étapes ou en 12 étapes, telles que certains coachs marketing peuvent te l'apprendre, mais tu es en train de présenter vraiment ton produit, ton offre, à laquelle tu crois et qui répond à un vrai besoin du client, en fait. Et du coup, C'est t'es pas exactement dans ça. t'es pas dans du closing, t'es dans de la vente, je dirais saine. C'est exactement ça. Parce que du coup, c'est le next step. Ça devient logique de devenir client, tu vois. Ouais. Alors du coup, Et donc, donc tu nous as parlé de ton framework, hein, donc ton ouais, COMV, donc d'avoir cette exactement. communauté, cette offre irrésistible, de savoir la marketer pour réussir à la vendre à cette communauté de clients. Oui, oui. Du coup, c'est quoi les produits que tu proposes du coup aux solopreneurs expérimentés du coup? Expérimenter ça, ouais. Et même même aux Mmh. entreprises qui sont plus Mmh. avancées. La porte d'entrée, à l'heure actuelle, elle est simple, c'est sur la nouvelle offre irrésistible. Mmh. La Ouais. nouvelle offre irrésistible, c'est des accompagnements que je fais en groupe, dans lequel, voilà, globalement, en 10 semaines, tu repars avec ta nouvelle offre irrésistible, tu l'auras présentée devant notre groupe. Donc, Mmh. on crée un groupe devant lequel tu es amené donc c'est au sein de ma communauté à moi. Et tu auras ton feedback, donc ce qui va te permettre à toi d'être prêt à la présenter à ton prochain prospect. Tu as les slides prêts à y aller. Donc tu auras ton positionnement distinctif, tu as en fait les aspects qui font que tu es prêt à vendre. En plus, tu auras aussi ton marketing qui va être fait au passage, donc tout ça dans cet intervalle des 10 semaines et de manière très fluide. Tu vois, c'est de manière logique. C'est l'ingénieur est là, l'ingénieur a mis en Mmh. place un processus de A à Z, tu le suis de A. T'as un input, Mmh. t'as un output, et ça fonctionne, tu vois. Et Donc tu follow the plan, merde. et tu suis le plan, c'est ça, exactement. Tu arrives, tu suis le plan, et t'as le résultat à la fin. Et magie.
Donc ça, c'est vraiment la première porte d'entrée. Ensuite, voilà, j'ai d'autres offres aussi bien donc en suivi commercial. Le suivi commercial aussi, c'était un de mes sujets un de mes sujets pas préférés, mais c'est un sujet, en fait, un de mes amis me demandait: «Gal, comment tu fais en étant à Londres pour être dans des podcasts, avoir écrit un livre, avoir, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et avoir été sur scène, avoir été invité sur scène et ainsi de suite, et être visible partout». Je fais: «Bah, il suffit que je garde contact avec les gens, je m'entends bien avec eux, je crée de la valeur, je leur apporte des trucs qui sont cool pour eux et on a des bonnes conversations et puis ils m'invitent». Il me dit: «Tu sais quoi? Tu devrais en faire une formation». Du coup, j'ai fait une formation sur le suivi commercial où, je montre à des entrepreneurs, donc là, cette fois-ci, qui sont un petit peu plus, en phase de démarrage, comment être amené, voilà, à créer un suivi commercial, comment créer de la relation avec leurs prospects. Et également, il y a une phase de mentoring maintenant où je leur montre comment générer du trafic, donc Du trafic, générer ouais. des leads, C'est des prospects pour leur entreprise. Il y a mon offre sur le webinaire. Donc ensuite, après, j'ai un panel d'offres, voilà, qui accompagne l'entrepreneur dans sa croissance. Mais d'abord, sans offre, en fait, bah, tu peux continuer, on peut se reparler. Dans un an, tu me diras: «Oui, Gaël, j'en suis toujours au même point, mon offre est toujours la même». En fait, moi, ce que je fais, ce que j'apporte aux gens, c'est je vais chercher leur ADN, ce qui va les rendre uniques et ce qu'il y a d'unique dans ce qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font? Qu'est-ce qui les fait kiffer? Et ouais, c'est vraiment, moi, ça me fait kiffer. Tu sais, c'est un mix de ma partie logique et structurée et créative. Oui, ouais, clairement, ouais. Clairement. Et Avec ça, tu as réussi à mixer les deux, ouais. c'est exactement ça. Bah, on a travaillé, enfin, tu as fait partie de cet accompagnement sur l'offre irrésistible, donc tu as vu en action, in action, tu vois. Et Exactement. donc C'est- tu es même mieux en parler que moi, tu es mieux positionné vu que tu étais de l'autre côté de la barrière. Ah, tout à fait, j'ai été de l'autre côté de la barrière, sous la houlette de Monsieur Régnier pour m'aider à définir ma nouvelle offre, hein, qui est donc ma cohort booster, hein, donc mon produit phare pour maintenant et pour 2023, hein, donc un accompagnement de groupe pour aider voilà, le solopreneur débordé à se transformer en CEO serein avec moins de charge mentale en recrutant son premier assistant, qu'il soit robot ou virtuel avec des assistants virtuels ou des business managers. Bon, tout ça, ça nécessite de s'interroger et d'interroger ses process, ses façons de faire, et ça, on l'a bien travaillé. Et c'est vrai que je te l'ai écrit, je te l'ai dit, je le redis là pour tout le monde. Moi, je remercie Gaël de cet accompagnement qui m'a permis, ouais, en 8 à 10 semaines, hein, parce qu'on était sur une deuxième version où on est allé à cette vitesse-là, ouais, sur 8 à 10 semaines, de redéfinir ce qui est la clé de voûte de mon business, avec aujourd'hui une super acceptation des gens à qui je la présente, et donc qui permet, voilà, la première cohorte booster démarre début décembre. Excellent. Il y a trois personnes pour l'instant dans cet accompagnement. Et donc, si vous voulez découvrir tout ce que contient cette cohorte booster, bah, il suffit d'aller dans les notes de l'épisode ou sur fabien.coach/cohorte, et vous aurez toutes les infos pour prendre contact avec moi et aller voir tout ce que contient cette offre pour passer de solo à CEO, comme on le disait tout à l'heure. Ça, c'est bon. Yes. J'adore la tagline, tu vois, comment passer de solo à CEO. Ça, je trouve ça très très bien, tu vois. J'adore la rime, tu vois. Moi, pour les offres, je dis, tu passes d'invisible à irrésistible. Exactement. Exactement, ouais, mais après, le choix de la tagline, quel que soit ce que l'on fait, que ce soit une formation, un accompagnement ou même un post Facebook ou LinkedIn, a forcément son impact direct ou indirect sur les gens. Ouais. Mhm. Gaël, bah écoute, merci pour tout ça. Moi, j'ai passé un super moment. En tout cas, on a appris un petit peu plus sur toi et sur ce que tu peux amener. Euh, pour euh, pour finir, Oui. pour finir, j'aurais une dernière question. Vu de Ok. toi, quel est le piège dans lequel chaque solopreneur qui débute tombe et que tu aimerais dire au Gaël de 2016? Moi, je l'aurais dit, c'est focus-toi sur créer une offre irrésistible. Hmm. C'est On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout ce qui va être tunnel de vente,
prospection, mais tu peux avoir, tu vois, ça rassure d'avoir des prospects, mais si tu as des prospects que tu convertis pas, demande-toi à quoi bon. Et c'est vraiment ce que je me suis, je me serais donné comme conseil. Parce qu'à la base, tu vois, moi j'ai commencé à étudier l'offre irrésistible Noël 2021, l'année dernière, où je me suis dit, ok, j'ai envie de vraiment creuser le sujet plus que ce que je faisais déjà, tu vois. Donc là, j'ai pris des bouquins, j'ai pris de ça, et c'est là où je me suis rendu compte, mais c'est tellement vaste. Et en fait, créer ce process, ça a été, bah là, tu vois, cette année, on a fait, je crois, j'en suis à 21 entreprises accompagnées sur cette thématique cette année. Top, hein. Et c'est vraiment cool, enfin, c'est vraiment extraordinaire, tu vois. Donc, à la place d'avoir une offre qui est faite à la va-vite, voilà, prends un moment, prends vraiment du temps pour partager et vraiment être conscient. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est non seulement ton client le comprend mieux, mais toi aussi, tu vas le comprendre mieux. Quelle est la valeur que tu vas apporter à ton audience, à tes clients? Ouais, clairement. Et ça, c'est vraiment très puissant. Super, Gaël. Un grand merci à toi. Avec plaisir, Fabien. En tout cas, voilà, j'espère du coup que tu as passé un très bon moment. Sans questions, voilà, j'ai passé un sans très questions bon moment, préparées, sans script, sans stress. Très bien, très bien. Non, moi j'ai beaucoup aimé le temps qu'on a passé ensemble. C'était très agréable. C'était des bonnes questions. Il y avait un bon flow au niveau de l'interview. Et puis de l'autre côté de la caméra, en interviewé et non pas intervieweur, ça fait plaisir aussi, tu vois. Eh ben c'est top. Eh ben écoute, merci à toi Gaël. Il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une super semaine et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Booster d'efficacité. Ciao ciao.